Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne depuis bientôt 10 ans. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui me passionne. L'espace, le ciel, les étoiles, mais je veux le faire depuis les territoires ultramarins. Dans cet épisode, nous allons revenir ensemble sur un phénomène rare et fascinant, les météorites. Vous savez, ces fragments de roches venus de l'espace et porteurs d'histoires cosmiques. Météorites, des chutes miraculeuses, première partie. Je me souviens comme si c'était hier de mon voyage à La Réunion en 2016. J'avais prévu d'y aller avec des collègues astronomes dans un but bien précis, observer l'éclipse annulaire de soleil qui avait lieu le 1er septembre. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par la beauté du paysage, comme si chaque coin de l'île semblait raconter une histoire géologique d'abord. La Réunion s'est formée il y a environ 3 millions d'années. Elle est en réalité la pointe émergée d'une immense montagne sous-marine d'origine volcanique haute de 7000 mètres. Ses plages paradisiaques, ses volcans majestueux et même ses forêts tropicales sont des témoins de cette histoire. Mais pour moi, La Réunion est surtout synonyme d'un ciel riche en étoiles. Elle est située dans l'hémisphère sud et en grande partie grâce à sa position géographique, La Réunion offre un ciel nocturne d'une richesse exceptionnelle. Contrairement à l'hémisphère nord, l'hémisphère sud permet une vue bien plus dégagée sur le centre de la Voie lactée, la région la plus dense et la plus spectaculaire de notre galaxie. Je savais que là-bas, en m'éloignant des zones urbaines de l'île, je pourrais enfin observer une vraie nuit sombre, loin de la pollution lumineuse de Paris où j'habite, et qui m'empêche de voir le ciel comme je le voudrais. J'avais donc hâte. Après l'éclipse et avant de rentrer à Paris, il nous restait un peu de temps à mes collègues et moi pour visiter l'île. Nous nous sommes rendus à proximité du piton de la Fournaise. Et là, alors que la nuit commençait à tomber, un fin croissant de lune est apparu dans le ciel, peu après l'apparition de Vénus. Le ciel était d'une clarté incroyable et j'ai réalisé à quel point, ici, il serait facile de voir à l'œil nu certaines richesses que recèle l'univers, comme les météorites. Les météorites sont des témoins de la naissance du système solaire. Elles sont parfois âgées de plus de 4,5 milliards d'années, presque autant que notre Soleil. À mes yeux, elles sont bien plus que des roches provenant de l'espace. Elles sont de véritables capsules temporelles, des témoins silencieux de la formation des planètes. Partons du système solaire, ce fameux ensemble de planètes tournant autour d'une seule étoile, le Soleil. C'est dans un nuage de gaz et de poussière que ces éléments sont nés, tout comme les météorites. C'est grâce à cette origine commune avec les planètes et le Soleil que les météorites nous permettent de comprendre les premières étapes de la formation du système solaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque type de météorite nous raconte une histoire différente. Les chondrites ordinaires, par exemple, sont les plus courantes et les plus primitives. Elles n'ont pratiquement pas été altérées depuis leur formation. C'est comme si elles avaient été figées dans le temps. Les minuscules sphères minérales que contiennent ces météorites, les chondres, sont comme des briques fondamentales, des preuves tangibles des matériaux qui flottaient dans le jeune système solaire au temps de sa formation. Mais il y a aussi les chondrites carbonées qui sont encore plus précieuses. Certaines d'entre elles contiennent de l'eau et même des molécules organiques complexes. Ce sont ces briques-là qui ont peut-être contribué à l'apparition de la vie sur Terre. Elles sont peut-être à l'origine de l'eau de nos océans. Elles ont sans doute ensemencé notre planète avec les premiers ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie. La majorité des météorites viennent de la ceinture principale d'astéroïdes. Cette ceinture, gigantesque réservoir d'informations cosmiques, est située entre les trajectoires des planètes Mars et Jupiter autour du Soleil. Elle est à des centaines de millions de kilomètres de nous. Pour simplifier, on a tendance à ne parler que de météorites, mais en réalité, il faut distinguer les météorites, les météoroïdes et les météores. Ils correspondent en réalité à 3 étapes de vie de ces fragments de roches venant de l'espace. Je vous explique. Imaginez que vous êtes dans l'espace. Vous voyez un corps solide passer devant vous,
Disons que c'est un fragment d'astéroïde qui file dans l'espace interplanétaire. On appelle ce corps un météoroïde. En se rendant sur notre planète, il va se consumer en traversant l'atmosphère terrestre et cela va produire une traînée lumineuse. On l'appelle alors un météore, que vous connaissez forcément à travers son autre nom d'étoile filante. Parenthèse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une étoile filante n'a donc rien à voir avec une étoile qui est une boule de gaz qui émet son propre éclat. Si ce météoroïde ne se consume pas complètement et atteint la surface terrestre, son nom change encore. C'est là qu'il devient une météorite. Et c'est justement notre sujet. Pour percer les mystères de ces roches venues de l'espace, plusieurs projets de surveillance du ciel leur sont dédiés, comme le projet CAMS pour Cameras for All Sky Meteor Surveillance. CAMS est un réseau international de caméras automatisées qui détectent, enregistrent et analysent des météores et des pluies de météores, dont la plus connue s'appelle les Perséides. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Chaque année, pendant les mois de juillet et d'août, la Terre traverse une région de l'orbite de la comète Swift-Tuttle. Cette comète laisse derrière elle un nuage de particules. C'est notamment pour cela que sont organisées chaque année, au mois d'août, les Nuits des étoiles. Lorsque la Terre passe à travers ce nuage, ces particules pénètrent dans l'atmosphère de notre planète et se consument en produisant une pluie de météores, aussi appelée étoiles filantes. Le point du ciel d'où semblent provenir les météores d'une pluie météoritique s'appelle le radian. Et dans le cas des Perséides, ce radian se trouve dans la constellation de Persée, d'où leur nom de Perséides. Quand un météoroïde traverse l'atmosphère terrestre à grande vitesse, il s'échauffe à cause du frottement de l'air. Les éléments qui se trouvent à sa surface se vaporisent et produisent de la lumière colorée. Chaque élément chimique émet une couleur spécifique. C'est ce que l'on appelle la signature spectrale. Par exemple, le sodium donne une lumière orange, le magnésium une lumière verte et le fer une lumière jaune. L'oxygène et l'azote de l'atmosphère peuvent aussi s'ioniser et briller en vert ou en rouge selon la hauteur et la vitesse de désintégration du fragment. La couleur d'un météore donne donc une indication approximative sur sa composition et sur l'interaction avec l'atmosphère. Mais que peut-on voir de ces phénomènes dans les cieux ultramarins ? La pluie d'étoiles filantes des Perséides, dont je vous parlais, est facilement observable depuis la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, ainsi que depuis la Guyane. Elle est également visible à Saint-Pierre-et-Miquelon, bien que la période d'observation optimale puisse légèrement différer en raison de la latitude plus élevée. Dans l'hémisphère sud, et donc depuis la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Réunion et Mayotte, les Perséides restent visibles, mais de manière généralement moins spectaculaire que dans les régions plus proches du nord, car le radian de la pluie d'étoiles se situe plus bas sur l'horizon. J'ai eu la chance de contempler les Perséides, pas depuis les Outre-mer, j'espère un jour, mais depuis les États-Unis. J'étais dans le parc national de Yosemite en Californie, étendu sur l'herbe et emmitouflé dans une couverture. Soudain, sans prévenir, un premier météore traverse la voûte céleste. Un trait vif comme un pinceau qui s'évapore. Puis un second, puis un troisième, puis une dizaine. C'était un spectacle hypnotique. Ce spectacle, on peut toutes et tous le vivre chaque année, à condition de nous rendre dans des lieux préservés de la pollution lumineuse. D'ailleurs, tout cela me fait penser à une autre pluie de météores, les états acarides. Cette pluie se produit entre fin avril et fin mai, et elle est particulièrement bien visible depuis l'hémisphère sud. Son radian se trouve dans la constellation du Verseau. Alors forcément, si vous vous trouvez sur l'île de la Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou sur les terres australes et antarctiques françaises, je ne peux que vous inviter à aller contempler cette pluie. Il existe plein d'autres pluies de météores moins connues ou à découvrir encore. Actuellement, le projet CAMS, dont je vous parlais à l'instant, compte plus d'une centaine de caméras réparties sur tous les continents. Ces caméras filment le ciel en continu et lorsqu'un météore passe, il est détecté automatiquement. En combinant les données de plusieurs caméras, le système calcule la trajectoire du météore.
C'est comme cela qu'on peut remonter à son origine dans le système solaire et déterminer l'endroit où sur Terre il a pu finir en météorite. Vous aussi, vous pouvez retrouver les résultats et les données collectées par le projet CAMS. C'est accessible au grand public sur leur site cams.seti.org. Pour vous donner une idée, à la fin de l'année 2024, plus de 70 000 météorites avaient été répertoriés dans le monde. Et au moment où je vous parle, seuls 92 météorites ont été recensés dans toute la France et ses territoires si l'on se fie à l'organisation internationale Meteorological Society. Trouver une météorite reste donc rare. Vous vous demandez peut-être combien ont été trouvés sur les territoires ultramarins parmi ces 92 météorites. Seulement 2. Ce sera justement l'objet de notre prochain épisode. Vous venez d'écouter Sous les cieux d'Outre-mer, une coproduction Initial Studio et Outre-mer La Première. Ce podcast a été écrit par Fatoumata Kébé. La réalisation et la musique sont signées Théo Boulanger.